Son seul recours était de prendre mari. L'idée d'être soumise à l'autorité d'un conjoint la répugnait, puisque, en cette époque pleine de bon sens, les femmes devaient obéissance à leur époux. Comme les prétendants issus du peuple étaient trop nombreux, chaque jour, une loterie était organisée pour décider celui qui serait présenté à la princesse. Par souci d'équité, il fut décidé que chaque jour, la princesse recevrait 3 prétendants nobles et 1 prétendant issu de la noblesse, du peuple. Cependant, bien qu'elle fût désormais activement à la recherche d'un époux, le destin ne semblait pas vouloir lui faciliter les choses. Elle les jugeait aussi stupides, grossiers et inintéressants. Un jour, où elle se forçait à écouter les compliments de ses 3 courtisans du moment, elle leur demanda: « Combien d'étoiles y a-t-il dans le ciel ?» Le premier répondit: « Depuis que je vous ai vue, ô ma belle princesse, plus aucune des étoiles du ciel ne compte pour moi. » Le deuxième dit: « Belle princesse, vous éclipsez toutes les étoiles, et il n'y a pas plus dans l'univers qu'un seul astre, vous. » Le troisième: « Vous êtes le seul astre qui existe pour moi. » Coco se retint de pousser un profond soupir d'exaspération. Elle commençait à se demander si on n'instruisait pas les nobles pour qu'ils fassent mourir d'ennui leurs femmes. D'un geste las de la main, elle les congédia, en leur assurant qu'elle considérerait leur candidature. Elle avait encore à recevoir le prétendant issu du peuple. Coco avait tendance à écourter ses entrevues, puisque de toute façon, son choix ne se porterait jamais sur un roturier. Elle était particulièrement stressée par l'approche de l'échéance, et donc de fort méchante humeur. Un jeune homme du peuple, qui avait une certaine allure, bien que pauvrement vêtu, fut introduit dans la salle d'audience et approcha. Le roturier souriait de toutes ses dents. « Qu'est-ce qui vous fait rire ?» demanda-t-elle sèchement, avec une lueur froide dans le regard, qui aurait fait reculer plus d'un soldat, mais qui ne semblait pas intimider le jeune homme. « Ce tonnerre dans vos yeux éclaire votre beauté. Je sens que tous les deux on pourrait. »« Vous rêvez, » le coupa-t-elle froidement. Elle avait passé une fort mauvaise journée et était toute disposée à se défouler sur lui, d'autant qu'elle n'avait pas humilié gratuitement qui que ce fût depuis bien longtemps. « Que pensez-vous avoir à m'offrir ? Vous n'êtes pas différent de ceux qui vous ont précédé. »« Bien au contraire, » la coupa-t-il, sans se départir de ce sourire idiot qui commençait à lui porter sur les nerfs. « Princesse, je n'ai pas de fortune. Je ne suis pas noble, je ne suis pas un héros, mais décrocher la lune pour vous. »« Ce sont des mots, » le coupa-t-elle. « Qu'est-ce que vous croyez ? Je connais ces discours, j'en ai trop entendu. Je ne crois pas à l'amour. Vous me semblez perdu. » Devant ce qu'elle estimait être de la condescendance, la princesse sentit une violente colère l'envahir. Le peu d'envie qu'elle avait de modérer son comportement disparut, et elle s'emporta. « Mais pour qui vous prenez-vous ? Vous n'êtes rien qu'un va-nu-pied, aussi insipide et minable que les 3 imbéciles qui vous ont précédé. Mais vous n'êtes ni noble ni riche. Alors pourquoi vous choisirais-je ? Vous êtes un misérable paysan qui, vivant dans un lieu aussi miteux que sa personne. Si je suis obligé de me marier, autant que ce soit avec le parti le plus riche qui me soit présenté, afin de m'assurer une vie confortable. Quant à l'amour, il n'aura aucune place, ni dans ma décision, ni dans ma vie. » Le sourire du jeune homme ne disparut pas, mais son regard se teinta d'une certaine tristesse. L'idée que cela puisse être de la pitié traversa l'esprit de Coco, ce qui ne fit que décupler sa colère. Elle s'apprêtait à le remettre à sa place lorsqu'il reprit la parole. « Je pense que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Contrairement à ce que vous prétendez, votre confort n'est pas votre principale préoccupation. »« Et quelle serait-elle ? » demanda-t-elle d'une voix moqueuse. « Vous êtes seul dans cette vie et vous lancez un appel, peut-être que... »« Sortez !» hurla-t-elle, se relevant, furieuse, et pointant un doigt vers la porte. Le roturier eut la sagesse de ne pas insister. Il esquissa un salut et quitta la pièce. La princesse fut d'une humeur massacrante toute la semaine. Quand elle se fut calmée, cependant, elle surprit tout le monde en demandant à revoir le roturier. Coco n'était pas moins surprise que les autres
de sa propre décision. Elle ne comprenait pas pourquoi elle souhaitait revoir cet insolent petit gueux. Elle revit donc le roturier, et pas qu'une fois, mais tous les jours de la semaine, et ainsi que ceux de la suivante. Au début, leur entrevue était houleuse. Cependant, une fois que Coco se fut à l'idée d'avoir une conversation d'égal à égal avec un vulgaire nu-pied, les choses se calmèrent et elles commencèrent à avoir de vraies conversations et à faire connaissance. Ainsi, Coco apprit qu'il s'appelait Duncan, qu'il avait été ménestrel et l'auteur de quelques chansons populaires, mais que désormais il travaillait comme mercenaire. Il avait pour ambition de commander un jour une troupe et de s'emparer d'un petit territoire sur lequel il régnerait comme un roi. Avec le temps, et à son corps défendant, Coco dut bien reconnaître qu'il ne lui était pas complètement indifférent. Peut-être était-il un compromis acceptable en fin de compte. Il était ambitieux. Elle se demanda un instant si son père ne pourrait pas lui octroyer des terres et peut-être même une place dans l'armée. Ainsi, elle pourrait continuer à vivre au palais. De plus, il n'était assurément pas le genre d'homme à passer son temps à donner des ordres à sa femme, ce qui était un bon point. Restait à savoir si son père accepterait une telle union. Puis, elle se rappela que c'était lui qui avait invité les gens du peuple à venir tenter leur chance pour lui forcer la main. Elle réalisa qu'il n'avait guère le choix. L'idée d'une revanche sur l'autorité paternelle finit par la convaincre. Et pourtant, malgré toute sa belle résolution, le destin, cette pute versatile, en décida une fois de plus autrement. Le dernier jour de l'année, un prince venu d'un pays lointain se fit annoncer. Corwin était le prince d'un royaume au-delà des mers, appelé Ambre. Sa beauté, sa majesté, séduire immédiatement et au premier regard la jeune princesse. Celle-ci en oublia presque aussitôt Duncan. Le beau prince et la princesse se regardèrent et ne purent plus décrocher leurs regards l'un de l'autre. La princesse Coco avait enfin trouvé celui qu'elle espérait. Elle se dit que Duncan avait eu raison finalement en affirmant qu'elle cherchait plus dans la vie qu'une simple vie confortable. Ce fut la dernière fois qu'elle pensa à lui. Désormais, et pour le reste de sa vie, toutes ses pensées seraient consacrées à son beau prince. « C'est lui que je veux épouser, » murmura la princesse. « C'est toi, belle Coco, que je veux épouser, » répondit le prince d'Ambre, presque en même temps. Le roi fit immédiatement fermer les portes de la ville, annonçant que la princesse avait fait son choix et que plus personne ne pourrait se présenter. Il avait craint de voir un roturier dans sa famille et, connaissant le caractère de sa fille, préférait ne pas prendre de risques. On célébra le jour même les noces du prince Corwin et de la princesse Coco. Le bal qui fut donné fut magnifique. Jamais on n'avait vu un mariage plus fastueux. Il faut dire aussi que le mariage était prévu de très longue date et que le caractère irascible de la princesse leur avait largement laissé le temps de peaufiner les détails. Après un moment, les nouveaux mariés s'éclipsèrent dans les vastes jardins du palais. Ils s'embrassèrent, mais à cet instant se produisit un événement étrange et pour le moins inattendu. Le nouvel époux de Coco fut enveloppé d'une étrange lueur blanchâtre, qui ne tarda pas à s'estomper, ne laissant rien. Coco poussa un cri, constatant avec horreur que son bel époux avait disparu et qu'à sa place se trouvait un crapaud. Ne comprenant rien à la situation, elle pensa retourner au bal, chercher de l'aide. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, un tintement familier se fit entendre. Coco se retourna et vit sa marraine la fée. « Marraine, quel est ce mauvais sort ?» demanda Coco à la fée. « Ma chère filleule, le prince Corwin est un crapaud qu'un esprit mauvais avait transformé en prince. Grâce à ton baiser, le maléfice a été rompu, il a retrouvé son apparence véritable. Pourquoi pleures-tu ? Penses-tu à son bonheur d'avoir retrouvé son apparence normale et de pouvoir retourner parmi les siens ? Et mon bonheur à moi, qu'en faites-vous ? Jamais je ne pourrai lui survivre.
Coco gémissait. Je veux mourir. Pourquoi ne pas retourner au palais et épouser un autre prince? Ce ne sont pas les prétendants qui te manquent. Tu te moques de moi? Je serai la risée de tous quand on apprendra que j'ai épousé un crapaud. Non, mon vieux... Non, mieux vaut la mort. Aimes-tu Corwin à ce point? Peux-tu me le rendre? Je le pourrai. Tu le retransformeras en homme? Hélas non, je ne peux changer la nature des choses. Corwin est un crapaud, et le restera. Mais alors, si tu le désires, je peux te transformer en crapaud. Coco hésita. L'idée la dégoûtait quelque peu. Pendant ce temps, le bal continuait. Duncan tentait de noyer son chagrin dans l'alcool. Lorsqu'un frisson le parcourut, accompagné d'une profonde angoisse. Coco est en danger. Elle va perdre la vie. Il ne savait pas d'où lui venait cette certitude, mais il avait déjà fait l'expérience par le passé de ce genre de prémonition, qui s'était toujours avérée exacte. Coco fit alors son choix. Elle ne retournerait pas au bal pour annoncer que l'homme qu'elle aimait était un crapaud. Elle ne supporterait pas cette humiliation. Elle n'accepterait pas d'être l'objet de toutes les moqueries. De toute façon, qui voudrait épouser la femme d'un crapaud? Elle avait passé le point de non-retour. Elle ne pouvait désormais plus revenir en arrière. Ma reine, faites de moi une crapaude. Coco se métamorphosa aussitôt en une grosse crapaude gonflée par la ponte proche. Car, ne l'oublions pas, elle venait de se marier et était prête à copuler. La fée disparut aussitôt dans un éclair de lumière et un bruit de clochette. Duncan arriva au moins d'une minute plus tard. Mais tout ce qu'il vit fut la robe et le costume de du jeune marié. Il éclata de rire. C'est ridicule. Mon don de prémonition m'a trompé. L'alcool ou la déception sans doute. À moins que je me prenne mes désirs pour des réalités. Cela ne peut être que cela. Sinon, comment expliquer mon comportement? Je fonce, certain que Coco est en danger, alors qu'elle prend déjà du bon temps avec son nouveau mari. De rage, il chota dans une grosse crapaude qui s'était empêtrée, Dieu sait comment, dans la robe de mariée de Coco, et puis s'en alla. Coco agonisa pendant de longues heures, dans d'horribles souffrances. La belle princesse mourut sans avoir connu le plaisir de la copulation. Corwin, le crapaud, prince d'Ampre, la pleura un moment, mais sa peine fut de courte durée, car une autre femelle crapaud, prête à pondre, passa. Il la rejoignit. Moralité, mesdemoiselles, vous qui recherchez le prince charmant, rappelez-vous qu'il peut arriver qu'il se transforme en vilain crapaud, peu de temps après le mariage.